Alors, on est là ce matin pour parler d'une question un peu importante et stratégique et demain on mange quoi? Alors, c'est une question centrale, c'est une question qui n'est pas forcément évidente. J'ai l'impression de me retrouver en dissertation de français quand j'étais en terminale. Je vais d'abord me présenter, je m'appelle Marie Stankoviak, je travaille à l'ISA à Lille. L'ISA, c'est une école d'ingénieurs en agriculture, agroalimentaire, environnement et paysage. Et je suis responsable d'un laboratoire de recherche qui traite d'agriculture et de territoire et qui s'appelle le GRECAT. Donc aujourd'hui, je suis là pour animer mes trois intervenants. Je vais d'abord vous faire une petite introduction à cette question, à l'alimentation de demain. Je vais vous donner déjà quelques chiffres, quelques éléments pour que vous les ayez en tête. Selon une étude de snacking.fr sur le comportement healthy des Français en 2016, on a constaté que 73% des Français consomment de plus en plus de produits faits maison, que 6 Français sur 10 consultent la composition des produits qu'ils achètent. Voilà, donc ça vous permet déjà de donner un petit peu des tendances d'évolution. Si on suit une autre enquête, qui est une enquête de WWF qui date d'octobre 2017, donc qui date vraiment de ce mois-ci, on avait 62% des Français qui consomment des aliments issus de l'agriculture biologique au moins une fois par mois. À budget équivalent, 72% des Français sont prêts à modifier leur alimentation en incluant plus de bio ou des produits plus coûteux mais qui ont un meilleur impact environnemental sur les territoires. Voilà, ça c'est des éléments qui vous permettent de vous donner déjà quelques infos. C'est quoi les facteurs d'évolution aujourd'hui de l'alimentation? Des facteurs démographiques, on aura un vieillissement de la population. 22% de la population aura plus de 65 ans en 2025. C'est une donnée à prendre en compte. On a une diminution de la taille des ménages, un desserrement de la taille des ménages. Sur des facteurs économiques, on a la crise qui a perturbé la consommation en France. On a aussi en France quelque chose qui est important, c'est les facteurs culturels et patrimoniaux. Le fait que voilà, la France est un pays où on se met à table pour manger encore. C'est quelque chose qui existe moins dans d'autres pays. Les consommateurs sont de plus en plus consommateurs. Ils veulent partager, ils veulent échanger sur le sujet. Et on a aussi des facteurs technologiques. Le numérique est important, le numérique va devenir important. Voilà, ça c'est des facteurs qui peuvent faire que l'alimentation de demain va changer. Pour vous donner 2-3 pistes sur des évolutions qu'il pourrait y avoir, j'ai juste fait une petite liste vraiment très rapide. Je pense qu'on aura dans les années à venir une montée du snacking, peut-être une montée du snacking de plus en plus santé, c'est-à-dire peut-être liée aux protéines végétales ou aux protéines animales comme les insectes, mais mes intervenants vont vous en parler après. On aura de plus en plus de flexitarisme. Le flexitarisme, c'est le fait de consommer moins mais mieux, notamment moins de viande. La notion de drive, de click and collect, d'aller chercher ses courses où on veut, quand on veut. Des applications mobiles de plus en plus. Plus de transparence sur les produits. Les consommateurs vont vouloir savoir d'où ils viennent, comment ils ont été élevés, comment ils ont été transformés. Il y aura certainement aussi une personnalisation des produits, c'est-à-dire des produits adaptés aux consommateurs. Moins de gaspillage, voilà, etc. Voilà, il y aura sûrement des grandes tendances alimentaires. Je vais d'abord présenter mes intervenants avant de laisser la parole au premier. Tout d'abord, Monsieur Claude Girard, voilà, qui va vous parler de l'alimentation via les insectes. Monsieur Christophe Rubdalem, en charge des relations extérieures chez Roquette, qui va vous parler de la protéine végétale. Et Jean Bernoud, CEO de MyCane, qui va vous parler plus précisément du lien entre agriculture, industrie et développement des territoires. Donc je vais leur laisser la parole. Tout d'abord la parole à Monsieur Girard sur le totem nutrition, sur les protéines via les insectes. Je vais juste démarrer le petit PowerPoint. Est-ce que, s'il vous plaît, c'est excellent, nice, super. Donc bon matin.
natif de Montréal. J'ai voyagé par-dessus l'océan pour venir vous raconter ça. Le projet Totem Nutrition. Donc, projet Totem Nutrition est à la base, si je peux parler du nom, l'origine du nom. C'est un hommage aux peuples ancestraux, les peuples ancestraux qui ont une habitude de respecter la nature et avoir une empreinte écologique très petite. Donc ça, c'est un peu l'origine du nom Totem. Moi, étant chef cuisinier et herboriste de métier depuis une quinzaine d'années, j'ai eu des prises de conscience au cours de ma carrière. Et à un moment donné, les insectes sont arrivés dans ma vie. En 98, j'ai commencé à cuisiner les insectes pour tenter de les rendre plus alléchants au niveau gastronomique. Et évidemment, en 98, c'était une tendance qui était inexistante. C'était vraiment un produit à découvrir et même juste à tester. Et de fil en aiguille, avec toutes les situations, agriculture, les façons d'élever les animaux, la qualité des poissons dans l'eau, c'est sûr que ça fait prendre conscience sur plein de choses, entre autres l'élevage des animaux, à quel point ça prend énormément de terrain pour élever cette protéine, qui est souvent mal organisée. Bref, je parle pour mon pays, le Canada, d'après les usines que j'ai visitées. Et donc, nous, chez Totem, on a voulu créer une entreprise qui respectait le plus possible le développement durable en produisant et en transformant la protéine d'insectes. On a également une section végétale, donc on utilise des plantes d'herboristes et des protéines végétales également. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus tard les produits que nous avons développés, les premières gammes de produits que nous avons développés. Le projet Totem s'échelonne sur quelques années. C'est un projet qui est séparé en étapes. La première étape a été de développer un produit alimentaire afin d'offrir une nouvelle option aux clients. Donc, un produit alimentaire, le plus commun, c'était pour nous, de notre côté au Canada, c'était des pâtes alimentaires. Donc, on a décidé de travailler la farine d'insectes et la farine de protéines végétales. Protéines végétales, on va parler des légumineuses, on va parler également des champignons, des algues. Donc, on travaille un peu tous ces éléments-là en ce moment. Et le but pour nous, c'était de, évidemment, si c'est... en fait, le but de l'opération, c'est d'éviter de détruire également la terre, donc les parcelles de terre. Et nous, au Canada, on a des tendances un peu comme ici, au niveau de la gastronomie. On utilise beaucoup les ingrédients sauvages. Donc, on a des cueillettes de champignons sauvages, il y a eu des tendances avec les plantes sauvages. Donc, c'est un peu difficile à contrôler tout ça, comment les gens font la cueillette, quelle quantité, et ainsi de suite. Donc, nous, on a pensé qu'une des solutions pour répliquer le sauvage, c'était de créer des écosystèmes de production. Donc, on veut on veut répliquer ce qui se passe dans la nature, mais dans un lieu de production contrôlé. Donc, on appelle ça, en fait, nous, on appelait ça l'écosystème de production, pour vraiment éviter d'aller dans le sauvage, mais avoir accès à des produits qui sont d'origine sauvage également, avec les mêmes gènes, les mêmes variétés de plantes, la même famille de plantes, ainsi de suite. Donc, pour la ferme d'insectes, nous avons commencé avec le ténébrion. Donc, le but, la ferme, en fait, c'est la deuxième étape. Donc, le but, c'est d'élever la larve de ver de farine, le Coléoptère ténébrion molitor, qui est un ingrédient incroyable parce que l'insecte, ce qui est intéressant de l'insecte, c'est sa valeur nutritionnelle, évidemment. Très haut taux de protéines, on va parler de jusqu'à 60% de protéines dans l'insecte. Donc,
Et ce qui est intéressant avec ces petites bêtes, c'est que nous pouvons créer un arôme selon ce qu'on lui donne à manger. Donc, c'est tout un défi. Il y a beaucoup de recherche et développement à faire. Exemple, si on lui donne une série d'aliments types, bien, il y a un goût d'amande qui va sortir à la fin. Si on lui donne un autre procédé d'élevage avec d'autres types d'aliments, mais il peut aller développer des saveurs de graines de tournesol rôties. Ça peut aller jusqu'à la vanille. Donc, on a un spectre d'arômes incroyable. Évidemment, c'est un temps de recherche et développement en ce moment, puisque c'est un produit émergent. La façon de procéder, nous, qu'on a trouvé, c'était d'essayer de mettre les chefs en collaboration avec notre projet, de mettre les gouvernements en collaboration avec notre projet et les centres de recherche qu'on a au Québec, les centres de recherche d'agriculture. Même chose pour les plantes d'herboristes. Au niveau de la recherche et développement, c'est encore un sujet qui est à découvrir. Ce qui est intéressant avec les plantes, justement, d'herboristes, c'est de découvrir le pouvoir thérapeutique de ces super plantes, telles que l'ortie. Je sais que l'ortie ici, c'est une plante que vous avez et que vous consommez, je crois encore, et qui est la plante par excellence du sang, c'est une nourriture du sang. Donc, la plante de l'anémie, elle fait plein de belles actions aussi dans le corps. Le but de l'opération là-dedans, c'est d'offrir des produits de haute qualité et d'offrir une alimentation qui va permettre une prévention. Donc, nous, on croit que la santé passe par la prévention et la prévention passe par l'alimentation. Donc, en consommant le plus quotidiennement possible ces ingrédients-là, on va pouvoir stabiliser certains désordres corporels ou ne jamais vivre de désordres corporels. Tout dépend de la situation. Donc, le complexe qu'on veut créer va être installé à Laval, au nord de Montréal. Et le gouvernement nous appuie, le gouvernement du Canada nous appuie dans cette démarche-là. Nous avons reçu une super subvention pour faire un travail de recherche sur l'élevage du ténébrion. Donc, on va partir pendant 1 an et demi à faire un travail de recherche et développement afin de stabiliser toutes les productions et créer surtout une usine qui va ressembler à un laboratoire de fromage, à un laboratoire de production hyper hygiénique. C'est un peu le gros défi en ce moment, c'est que c'est un produit émergent, c'est une production émergente. Donc, il faut quand même respecter différents systèmes de production avec toute l'introduction des systèmes GFSI, nous, qu'on appelle. C'est des contrôles de points critiques dans les plans de transformation. Donc, en ce moment, on n'est pas... Il n'y a pas d'entreprise. Peut-être en Europe, moi, je peux vous dire que la Belgique et la Hollande sont des leaders dans les insectes en ce moment. Et en Hollande, il y a des belles usines de transformation qui ont eu des certifications ACEP. Donc, ça a été une première mondiale. Et nous, c'est sûr que c'est inspirant pour nous. Et on s'en va vers cette voie-là. Donc, le but de l'opération, c'est de développer différents produits, transformation alimentaire. Donc, on va parler de pâtes alimentaires. Ça, c'est les produits qu'on a développés. Ils sont déjà en marché à Montréal et dans les alentours au Québec. Donc, c'est des pâtes alimentaires. On a 2 aux insectes, avec 7 d'insectes et 18 d'insectes. Et les 2 autres, c'est des pâtes à base de protéines végétales. Et le petit sac avec l'insecte que vous voyez à votre droite. Donc, ça, c'est de la farine, un mélange de farine avec du caroube dedans qui fait en sorte que vous pouvez transformer à la maison. Vous pouvez construire des muffins protéinés. Vous pouvez créer des pains protéinés.
L'insecte, vous voyez dans nos pâtes, en fait, dans nos pâtes aux insectes, le 18 %, on a 32 grammes de protéines par 95 grammes. Donc, c'est quand même assez intéressant puisque l'insecte n'est pas seulement qu'une protéine. Il y a un très haut taux de fer dedans. Donc, il y a plein de minéraux intéressants. On peut utiliser cette farine-là comme assaisonnement, un peu comme du sel ou du poivre sur une salade ou n'importe quel plat avant de l'offrir aux invités. On peut mettre cette poudre d'insectes-là. Étant donné qu'elle contient beaucoup de minéraux, ça peut être considéré comme un succès d'année de sel. Donc, ça, c'est une belle option aussi pour découvrir ce goût de noisette. Ça a un bon petit goût de noisette. Et évidemment, comme je disais tantôt, ça dépend de la procédure à suivre. Ce qu'on veut également faire, c'est de construire un complexe qui aura 0 déchet. Donc, élevage d'insectes, transformation de l'insecte entier, puisqu'on consomme l'insecte entier. Et ensuite, avec les serres, puisqu'on va construire des serres également. Avec les serres, on va avoir du compost et des déchets de la production d'insectes vont être pris pour nourrir les plantes. Donc, on est en train de faire un cycle fermé total, 0 gaspillage, et d'offrir des produits premium. Ça, on veut se spécialiser dans les produits premium, puisqu'il y a différents insectes pour différents marchés. Des insectes qui sont plus courts à produire et plus faciles à produire, donc qui coûtent moins cher. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment d'offrir des gammes d'insectes de très haute qualité afin d'ouvrir le marché de la gastronomie et d'offrir éventuellement ces insectes-là au marché de la pharmacie. Plusieurs produits, plusieurs marchés qu'on peut cibler avec ces belles petites bêtes-là. Et la pharmacie va être un marché incroyable puisqu'elle, dans leur exosquelette, donc c'est toute la carapace, ça contient de la glucosamine, de la chitine et plusieurs autres éléments qui stimulent l'immunité. On a des exemples aux États-Unis, nous, près de chez nous, au Vermont. Ils ont commencé à élever des poules en introduisant des insectes, des criquets dans leur alimentation, des criquets vivants. Et ils se sont aperçus qu'ils consommaient moins de vaccins. Il n'y avait pas besoin d'injection ou de boost d'hormones, puisque les os étaient très solides, la chair était beaucoup plus ferme et la qualité du produit était plus goûteux. Donc, ça également, ça va être un marché en devenir. Les animaux nourris aux insectes vont donner des produits complètement nouveaux. Et ça, on va également participer à ce marché-là. Pour finir, ce que je pourrais dire, c'est que ce qui est important dans le développement durable et dans l'économie responsable, c'est de respecter le plus possible la nature, l'empreinte écologique très petite. Et je crois qu'une des façons de faire, c'est de s'inspirer de la vie des insectes et des plantes, le biomimétisme. On peut s'inspirer tel que le velcro a été inspiré de la bardane. Donc, le velcro, ça a été inspiré à partir d'une plante. Les GPS ont été inspirés à partir des fourmis. Donc, il y a plein d'options qu'on peut regarder avec ces êtres-là qui sont juste à côté de nous. Donc, voilà, c'est ce que... Voilà, je pense que ça va être ainsi, ça va se terminer ainsi. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Peut-être une petite question de précision. On sait que les insectes
notamment dans les pays occidentaux, sont pas forcément faciles à consommer de manière juste culturelle. Comment on fait consommer des insectes dans ces pays-là, ou comment on fait pour faire changer les mœurs concernant cette consommation? Oui, ça fonctionne. Oui. Ben, en fait, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de cibler les chefs, entre autres, puisque chez nous, comme ici, je crois aussi, c'est des agents de... Ils vont démocratiser, en fait, cette alimentation-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis en lien avec les écoles de cuisine. Et étant donné que j'ai fait des formations dans les écoles de cuisine, ça m'a permis de faire des liens directs avec certaines écoles. Et donc, c'est de demander aux futurs chefs de commencer à jouer avec ce produit-là, de un. C'est sûr que le gouvernement, il faut le sensibiliser également. Donc, il y a une série de démarches qu'on a faites avec eux, avec des centres de recherche pour développer une crédibilité face au produit, puis démontrer que ce produit-là, l'insecte, n'est pas malpropre, c'est pas de la vermine, c'est vraiment très bon. C'est les êtres vivants qui sont les plus propres sur la Terre, c'est les insectes. Donc, évidemment, c'est toute une démarche, mais je crois que c'est développer des bons produits goûteux, faire déguster ces produits-là pour que les gens puissent comprendre que l'image de l'insecte qu'on a, c'est pas vraiment un obstacle, en fait, qu'il devrait avoir. Puis il faut considérer aussi que les insectes, c'est de la même famille que les crustacés. Donc, si on aime les homards, les crabes, les crevettes, ben, c'est les cousins des insectes. Sachez qu'aux États-Unis, ou en tout cas en Amérique, le homard, on le donnait aux pauvres quand il est arrivé sur le marché, on le donnait aux prisonniers quand il est arrivé sur le marché. Donc, et le sushi, c'est la même chose. Ça a été toute une démarche incroyable à faire. Puis en ce moment, tout partout au Québec, il y a 10 magasins de sushi par coin de rue à peu près. Donc, c'est de bien sensibiliser les gens, bien éduquer les gens. En fait. Et donc de l'éducation, de la recherche, de l'accompagnement, on va dire, au changement pour permettre de la consommation différente. Merci beaucoup. Merci. Je vais donner la parole à Christophe Rubdalen sur les protéines végétales. Alors, où sont les présentations? Vous savez où sont les présentations? Ça marche. Ok. C'est bon? Voilà, ça marche. Ça, c'est la dernière, je pense. Je commence par la fin. Ça va aller plus vite. Présentation inversée, c'est original. Ouais. On peut s'adapter. Alors, c'est ça. On peut être agile, voilà. Ok, merci. Donc bonjour à tous. Donc je suis Christophe Rubdalen, je suis en charge des relations extérieures pour le groupe Rocket. Et donc je voulais vous partager avec vous en fait les développements qu'on a au niveau des protéines végétales. Donc c'est tout à fait complémentaire de la présentation précédente au niveau des insectes, puisqu'on parle souvent, en fait, on associe les protéines végétales et les nouvelles ressources protéiques. Un mot sur Rocket, très brièvement. En fait, donc Rocket, c'est un groupe familial international. On achète en fait des matières premières agricoles, du blé, du maïs, des pommes de terre et du pois, pour les transformer en amidon, en protéines, en fibres, en huile. Globalement, le groupe Rocket emploie plus de 8000 personnes sur en fait une vingtaine de sites industriels. Donc on est implanté partout, on est implanté en France, on est implanté aux États-Unis, en Inde, en Chine, toujours avec le même métier de transformation et de valorisation en fait de la biomasse agricole.
On est dans le top 5 au niveau mondial dans ce type d'industrie qu'on appelle l'industrie amidonnière, mais on pourrait dire l'industrie amidonnière et protéique aussi de plus en plus. Donc ça fait des volumes très importants, plus de 8 millions de tonnes de matières premières agricoles, donc transformées, et des efforts importants en recherche, en innovation, pour essayer de développer des nouvelles solutions, à la fois pour des applications alimentaires et aussi pour des applications industrielles. On a plus de 300 personnes en recherche, alors principalement dans le nord, hein, à l'Étrême, à côté de Béthune, où on a plus de 200 personnes, mais on a aussi des laboratoires aux États-Unis, au Japon, en Chine et en Inde. Alors, quelles sont nos solutions pour aujourd'hui et demain? Déjà, quelles sont les solutions que l'on peut obtenir à partir des produits que l'on transforme? Donc, je disais tout à l'heure, le maïs, le blé, la pomme de terre ou le pois. En fait, on a à peu près des constituants à peu près semblables, c'est-à-dire qu'on va retrouver toujours de l'amidon, de la protéine, des fibres et un peu de corps gras, un peu d'huile. Donc aujourd'hui, on extrait déjà. Donc c'est un marché aujourd'hui, on extrait déjà des protéines, en particulier du blé aujourd'hui, la protéine de blé, le gluten, et on développe de plus en plus le pois. Ça, j'en parlerai tout à l'heure. Donc la protéine, c'est pas quelque chose de nouveau, la protéine végétale, mais c'est quelque chose qui va aller en augmentant. Et on va le voir, on va voir pourquoi après. Alors les solutions que l'on propose aujourd'hui, c'est des solutions justement avec des taux en protéines végétales, protéines de pois par exemple, beaucoup plus élevés. Mais on a aussi des solutions où on essaie de remplacer, d'introduire des fibres solubles. Donc, en fait, on parlait tout à l'heure de la perception des consommateurs. En fait, les consommateurs veulent ne pas perdre en plaisir, en goût, mais avoir moins de calories, moins d'énergie. Donc, on doit balancer en fait ces deux impératifs pour avoir innové avec des produits qui vont avoir des calories plus faibles, on va consommer moins de protéines animales et avoir toujours le plaisir de consommer. Donc il faut vraiment associer les deux. Alors sur les protéines, quels sont les enjeux, dans quel contexte en fait on se retrouve au niveau de ce développement des protéines végétales? Aujourd'hui, il y a une croissance très importante de la population. On parle de 9 à 10 milliards d'habitants en 2050. On a des besoins en eau, des besoins en énergie qui sont en croissance très importante. On a aussi le problème, bien sûr, des gaz à effet de serre. Donc là, le développement des protéines végétales, en fait, peut être pas la solution à tous ces problèmes, mais peut concourir à la solution, peut être une partie de la résolution de ce problème. On voit qu'il y a des consommations, si on regarde au niveau des protéines animales, des consommations importantes pour produire donc de la viande, consommation importante en eau, consommation importante en protéines végétales. Vous voyez ici, on parle de 10 à 15 kg de protéines végétales pour faire 1 kg de protéines animales, et avec des consommations d'eau très très significatives. Donc tout ça amène en fait le consommateur à réfléchir à son alimentation, avoir une alimentation plus équilibrée, donc avoir des sources protéiques diversifiées, et donc de ne pas seulement consommer des protéines animales, de la charcuterie, etc., mais aussi, alors on parlait tout à l'heure de flexitarien, c'est-à-dire de temps en temps avoir des menus uniquement basés sur le végétal. Alors, quelques chiffres. En fait, on a, je ne l'ai pas évoqué précédemment, mais avec la croissance de la population, avec la montée en gamme en termes de besoins alimentaires de la population, dû à leur augmentation de pouvoir d'achat, on va avoir une croissance importante en besoin de protéines. Et là, on voit que le marché des protéines, d'une manière générale, d'une manière globale au niveau mondial, il est de 32 milliards de dollars. Il représente 6,5 millions de tonnes, donc c'est un marché colossal qui est avant tout, bien sûr, de protéines animales. Et il y a une croissance due à la croissance de la population, à l'évolution en fait des besoins, qui fait qu'on a une croissance annuelle de 7%. Alors, j'ai des chiffres assez récents, plus sur les protéines végétales, qui éclairent bien cette tendance. Il y a une étude récente qui a montré qu'en 2016, 55% des Américains consommer de plus en plus de protéines, de produits bases végétales, et que 30% des milléniums
on consomme chaque jour un menu, on appelle alternatif, donc à base de protéines végétales. Donc ça représente, c'est 30% de la consommation des milléniums, et 70% le font 2 fois par semaine. Voilà, alors, qu'est-ce que ça représente en fait au niveau des chiffres? Aujourd'hui, les États-Unis sont très en avance sur cet aspect d'utilisation de protéines végétales pour l'alimentation humaine. En 2012, on parlait, selon Mintel, de 550 millions de dollars de chiffre d'affaires aux États-Unis sur les menus à base de végétales. Et on attend une croissance pour arriver à 5 milliards en 2020. Donc il y a vraiment une tendance à l'utilisation de plus en plus de protéines végétales. Et donc ce qui nous a amené, nous, à regarder un peu les différents types de protéines qu'on pouvait avoir. Donc on a bien sûr le gluten de blé, mais qui répond à certains besoins pour la panification et d'autres fonctionnalités. Mais on essayait de développer d'autres protéines et on s'est orienté depuis une dizaine d'années sur le pois. Donc on a commencé en France à donc extraire la protéine du pois jaune. Et donc c'est ce que je voulais vous expliquer maintenant. Alors sur la protéine de pois, bon, il y a un avantage important bien sûr en CO2. Vous voyez, on est à 10 kg de CO2 par kilo de viande et on est à 0,5 kg à peu près par kilo de protéines de pois. Donc c'est vraiment très faible. On a une consommation d'eau qui est bien inférieure. On voit les facteurs qui sont indiqués ici. Sur le bœuf, vous voyez, c'est presque 50 fois moins de consommation d'eau. Donc il y a un aspect à la fois environnemental, donc au niveau empreinte carbone et empreinte sur l'eau. Et puis il y a un aspect aussi agricole. En fait, le pois a un bénéfice, c'est-à-dire que le pois, donc c'est un protéagineux, et il va fixer l'azote. Donc il va fixer l'azote de l'air, et l'azote de l'air va se retrouver en fait dans les racines, et après donc ça va être un peu comme un engrais, ça va être un nutriment pour les cultures suivantes. Ce qui veut dire que si on est dans des systèmes de rotation de culture aujourd'hui, donc si vous mettez du pois et après vous cultivez du blé, ben vous devrez mettre moins d'intrants, moins donc d'intrants azotés, moins de fertilisants pour le blé. Il y a des études qui montrent qu'on peut avoir ainsi des consommations inférieures après. Donc là, c'est une étude de l'INRA qui a été faite en montrant que en ayant des cultures de pois entre deux cultures de blé, vous avez une consommation d'énergie de moins 11%, due à la diminution des consommations d'intrants chimiques, et de moins 14% en émissions de CO2. Donc il y a un intérêt en fait systémique dans la rotation. Donc il y a une réflexion à avoir pour modifier ces pratiques culturales et insérer donc des plantes oléo- et protéagineuses au niveau des cultures, et ainsi apporter de l'engrais azoté organique par cette production intrinsèque de pois. Donc ça, donc on a vu l'aspect environnemental, l'aspect agricole, et il y a un aspect aussi donc santé, nutrition en fait, où la protéine de pois n'est pas allergène par rapport à d'autres protéines. Donc il y a des avantages, c'est bien sûr ça a un indice glycémique bas, c'est riche en nutriments. Donc vous voyez, il y a pas mal d'avantages au niveau du pois. Ça nous a amené en fait à développer cette source de pois. Donc je vous dis, on a commencé il y a une dizaine d'années à Vic-sur-Aisne, où on avait avant une féculerie de pommes de terre, c'était Vico, qu'on avait repris il y a bien des années. Et donc on a recentré en fait notre production de fécule de pommes de terre, d'amidon de pommes de terre à Amiens. Et donc on a retransformé cette féculerie de pommes de terre en protéinerie à partir du pois. Donc on a commencé il y a plus d'une dizaine d'années à développer le pois et les protéines de pois. Aujourd'hui, on transforme à peu près 80 000 tonnes de pois sur ce site à Vic-sur-Aisne, et on est en train d'augmenter la capacité. Vous voyez, on a fait 40 millions d'investissements en 2015 et on refait 40 millions d'investissements sur le site, millions d'euros, en 2017. Donc
on essaie de suivre en fait les tendances des consommateurs qui demandent de plus en plus de produits formulés à partir de végétaux et donc à partir de protéines. Alors, comme je disais précédemment, le marché est très porteur au niveau Amérique, et puisqu'il y a une tendance, bon, il y a un marché très très important, donc ça fait tout de suite des volumes. Et le pois est aussi en fait une culture qui est très très présente au Canada. Le Canada, c'est le premier producteur de pois dans le monde. Donc on a décidé récemment d'investir dans une unité Greenfield, hein, donc au milieu des champs de pois dans le Manitoba, avec un investissement de 400 millions de dollars canadiens, ça fait à peu près 300 millions d'euros, pour avoir une capacité à peu près de 125 000 tonnes de transformation de pois. Donc on va avoir en fait au niveau de Roquette, donc à peu près à terme 125 000 tonnes de production en Europe, en France à Vic-sur-Aisne, et 125 000 tonnes au Canada, pour accompagner en fait les besoins des consommateurs qui s'orientent de plus en plus vers les protéines végétales. Alors notre produit, notre gamme, notre produit, c'est le Nutralis sur la protéine de pois. Donc on va le trouver en formulation en fait. Hein. Nous on va vendre à des sociétés agroalimentaires qui vont utiliser cet ingrédient avec d'autres ingrédients pour faire leurs produits pour les consommateurs. Donc on va le retrouver dans vous voyez, des applications dans les boissons, dans les produits laitiers, dans les snacks, des bars par exemple, type bar de Mars. Il y a des développements en associant, en ajoutant des protéines, donc renforcées en protéines. Il y a vraiment des avantages en termes de propriétés fonctionnelles, de solubilité, de propriétés nutritives. Et donc c'est vraiment l'alternative du futur, parmi d'autres, hein, les insectes ou d'autres protéines végétales aussi, pour avoir un panel de types de protéines que l'on consomme diversifiés. C'est-à-dire qu'on ne va pas remplacer bien sûr les protéines animales, mais ça va être complémentaire, et on va avoir donc comme on disait tout à l'heure, des régimes flexitariens où on va, si un jour on ne mange pas de protéines animales, et ben on a des substituts qui vous permettent d'avoir les mêmes qualités gustatives et nutritives, tout en aussi prenant en compte la préservation de l'environnement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai aussi du coup une question de précision. Quand on échangeait sur le sujet avant de se voir aujourd'hui, vous me donniez des chiffres de différence de consommation entre notamment la Hollande et la France. Déjà, est-ce que vous pourriez nous les rappeler et nous expliquer pourquoi en Hollande, par exemple, il y a une forte consommation de protéines végétales, alors qu'en France, on est plutôt aux prémices, on est en cours de développement sur ce sujet? Donc c'est vrai qu'en France, on est un peu en retard par rapport à la Hollande, par rapport à l'Allemagne. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent que en Hollande, en fait, on est à peu près à 6 kilos de substitution de viande, donc de produits donc produits végétaux, produits de substitution de viande par habitant et par an. Alors, c'est pas beaucoup. On parle de 100 kilos de viande par an, à peu près 75 kilos de protéines animales par an en consommation moyenne en Europe. Et bon, donc on est à 6 kilos par rapport à 75 kilos de protéines animales, alors qu'en France, aujourd'hui, on n'est qu'à 2 kilos. Donc, on a une pénétration de marché 3 fois moindre par rapport à la Hollande, mais il y a une croissance. Alors, l'Allemagne est entre les deux. On est à 3 kilos en fait, de substituts de viande par habitant par an. Vous voyez, la Hollande est vraiment précurseur. On parle au niveau européen. Ils ont commencé beaucoup plus tôt. Je pense qu'ils ont une culture beaucoup plus internationale et ils sont plus ouverts au changement. Et chez nous, la gastronomie, c'est une science, c'est une culture. C'est différent en fait. Ils sont beaucoup plus ouverts en fait dans les modèles de changement. Je discutais avec le patron d'une société, Schouten, qui développe des produits base végétale, etc. Il disait maintenant, la dernière fois, il y a le boucher de mon quartier, il m'a dit qu'il y avait des personnes qui lui ont demandé, mais est-ce que vous avez du steak végétal ?
Il dit, bah oui, c'est pas idiot, je vais diversifier, je vais pas avoir que du steak animal, je vais aussi mettre sur mon étalage du steak végétal. Donc on n'en est pas là au niveau français, mais bon, il y a une tendance de fond de toute façon, et aussi poussée par les jeunes, je vais dire. En fait, il y a une question de génération. Les générations comme les nôtres sont assez traditionnelles, mais les jeunes sont beaucoup plus ouverts à diversifier leur alimentation et à prendre en compte l'aspect environnemental aussi dans leur choix nutritifs. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Monsieur Bernoux, qui va nous parler de l'approche de McCain sur l'alimentation de demain. C'est bon. Bonjour à tous. On a eu 2 présentations intéressantes sur ce qu'on pourrait demain mettre dans nos assiettes et ce qu'on est déjà en train de mettre dans nos assiettes. La question fondamentale, c'est va-t-on réellement pouvoir mettre quelque chose dans nos assiettes? Pourquoi? Nous serons en 2030 9 milliards. C'est une croissance sans précédent au niveau de l'humanité. Et comment allons-nous pouvoir nous assurer qu'on est capable d'avoir une alimentation saine, une alimentation sûre, une alimentation durable, tout en régénérant les écosystèmes et en stoppant le réchauffement climatique? C'est une question difficile et les solutions ne sont pas faciles. Il y a certes beaucoup d'initiatives qui sont démarrées, il y a des startups qui sont en plein développement à l'heure actuelle. On a vu des témoignages sur les nouvelles façons, les nouvelles possibilités pour se nourrir. On a parlé des insectes, on pourrait parler aussi des algues, on a parlé des protéines végétales. C'est sûr, ce sont des aliments qui, dans l'avenir, vont jouer un vrai rôle dans notre alimentation. Pourtant, il faut savoir qu'aujourd'hui, les consommateurs, ce qu'ils recherchent avant tout, c'est une nourriture traditionnelle, une nourriture plus saine, une nourriture locale, une nourriture de saison et une nourriture qui est une nourriture qui ne présente pas de risque. Je veux dire par là, c'est une nourriture qui utilise des produits qui n'ont pas eu recours à l'utilisation de produits chimiques, de pesticides ou des protéines qui n'ont pas eu recours aux hormones, aux antibiotiques ou autres. Les consommateurs veulent savoir ce qu'il y a dans leur assiette et ils veulent savoir comment ce qui est dans leur assiette a été produit. Donc, l'agriculture est vitale pour nourrir la planète. Mais malheureusement, vous le savez tous, l'agriculture aujourd'hui est sous une pression constante et l'agriculture doit faire face à 3 principaux challenges. Le premier de ces challenges, c'est la disponibilité des surfaces. La disponibilité des surfaces est limitée et à l'heure actuelle, on s'aperçoit qu'en plus, il y a un conflit entre la production de légumes, la production de matières premières pour l'alimentation, avec la production pour l'alimentation animale, mais aussi les agrocarburants. La FAO nous dit que, à l'heure actuelle, il y a 1,550 milliard de terres cultivées dans le monde. Et si on rajoute les 120 millions d'hectares qui vont se développer dans les années à venir, d'ici 2030, c'est principalement en Amérique du Sud et c'est principalement en Afrique. On arrivera à 1,670 milliard d'hectares en 2030, mais c'est tout. Après, ça sera excessivement difficile d'aller chercher de nouveaux hectares. Ce qui va se passer par la suite, c'est que les nouvelles mises en culture et les nouvelles terres qu'on va pouvoir développer, elles vont juste compenser
les terres qu'on va abandonner. Il faut savoir qu'on abandonne environ 3,5 millions d'hectares tous les ans parce que les terres ne sont plus suffisamment fertiles. Et on abandonne 2 millions d'hectares tous les ans pour l'urbanisation. On bétonne à tout va. Les terres de bonne qualité ne sont pas forcément disponibles. Il y en a peu de disponibles. Il y en a encore, mais il faut faire très attention. En particulier, il faut qu'on protège les grandes forêts tropicales qui sont très utiles pour préserver l'équilibre climatique et pour préserver la biodiversité. Donc ça, c'est un premier problème, disponibilité des terres. Il y a un deuxième problème, qui est un problème très important, c'est la dégradation des sols. Il faut savoir que 20% des superficies cultivées aujourd'hui, soit les 300 millions d'hectares que vous avez sur l'écran, sont gravement dégradées et leur fertilité décroît de façon notable et de façon dangereuse. C'est le cas, par exemple, des sols au Sahel, en Afrique. Ces sols sont soumis à la sécheresse, ces sols sont soumis à l'érosion éolienne. C'est aussi le cas des terres qui sont très mal irriguées en Asie centrale et qui sont en voie de salinisation avancée. Et donc, étant donné qu'il y a un changement climatique important, certaines zones seront rapidement abandonnées. On est donc face à une situation où érosion des sols, changement climatique vont créer de graves problèmes dans le futur. Enfin, une chose qui est liée, qui est excessivement importante, qu'on a du mal à percevoir dans notre région, mais qui est un véritable problème. Beaucoup de paysans pauvres quittent leurs terres, soit à cause des problèmes climatiques dont on a parlé tout à l'heure, comme la sécheresse, mais ils quittent aussi leurs terres à cause des conflits. La conséquence, c'est que les paysans abandonnent les campagnes et vont dans les villes. Conclusion, donc, ça crée de plus en plus de problèmes. On n'a plus la possibilité de produire. Et en plus, donc, ça a un impact sur la biodiversité. Donc, on a de plus en plus de réfugiés dans le monde. Et ce sont des problèmes qui vont vraiment affecter l'agriculture dans l'avenir. Dans le passé, à la fin de la guerre, on a cru avoir la solution formidable, la solution ultime. Et on a développé une solution industrielle qui consistait à avoir les technologies les plus efficaces, les standardiser et homogénéiser ce type de production au niveau du monde. On a voulu répandre à la plus grande vitesse l'agriculture intensive au niveau du monde. On sait aujourd'hui que c'est une agriculture qui a montré ses limites. On a utilisé de façon massive des produits chimiques, ce qui a entraîné des problèmes au niveau de l'environnement, mais aussi des problèmes au niveau de la santé des agriculteurs et de la santé des consommateurs. On a utilisé certains OGM plus ou moins contestables qui ont aussi créé des problèmes. Et donc, tout ceci mis bout à bout a entraîné un appauvrissement des terres et en plus, ça a poussé la concentration des exploitations. Les petits agriculteurs ont disparu dans beaucoup de pays et les petits agriculteurs disparaissant, les fermes devenant très grandes, on a affecté de façon notable la biodiversité. Il faut donc réinventer l'agriculture. C'est quelque chose qui est excessivement important pour l'avenir. Et c'est vraiment, chez Macken, dans notre entreprise, qui sommes une entreprise de paysans, quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Chez Macken, nous pensons qu'une agriculture respectueuse de l'environnement et respectueuse des hommes, et quand je parle des hommes, je parle aussi bien des agriculteurs que des consommateurs, on pense qu'une telle agriculture est possible. Dans le futur, il y a des solutions dans lesquelles nous croyons, comme la permaculture, comme l'agroforesterie ou comme l'agriculture urbaine. Malheureusement, ce sont des solutions qui sont à leur début. Elles vont grandir, c'est dans les tendances, mais on est encore au début. Et donc, il faut agir dès aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le problème se pose et c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Donc, quand vous êtes face à une situation comme ça,
et que vous appelez McCain, vous dites la première chose qu'on doit faire, c'est d'être à côté de nos agriculteurs dans le monde et leur apporter notre savoir-faire. Apporter notre savoir-faire aux communautés agricoles, apporter notre savoir-faire aux communautés rurales pour le futur de l'agriculture, pas seulement en France, mais en Afrique, dans tous les petits pays ou dans les pays qui sont dits émergents. En Europe, nous travaillons avec 1600 agriculteurs partenaires et on les accompagne pour améliorer la filière et pour satisfaire nos consommateurs. Et donc, on est actif dans 4 grands domaines. Notre premier domaine d'action, c'est au niveau de l'impact de la culture de la pomme de terre sur l'environnement et sur la qualité des produits. Et si notre objectif ultime, c'est le 0 pesticides et le 0 produits chimiques, et je vois il y a Philippe qui est dans la salle avec nous, qui travaille beaucoup sur ce sujet, à très court terme, nous avons des actions dans 4 domaines principaux. Le premier, c'est la réduction des intrants, la réduction de l'utilisation des produits chimiques, grâce à l'utilisation d'outils de prévision et d'outils de détection des maladies sur la culture de la pomme de terre. Donc, ces outils utilisent des technologies de pointe, je pense aux satellites, je pense aux drones, à une informatique, à un système de données très sophistiqué. Et ces outils permettent d'avoir des traitements adaptés, des traitements ciblés et l'utilisation de produits phytosanitaires en juste quantité et de réduire de façon notable l'utilisation de ces produits. Ce n'est pas quelque chose d'évident parce qu'évidemment, les fabricants de produits phytosanitaires voudraient qu'on en utilise davantage. Donc nous, on est à contre-courant et on essaie d'en utiliser le moins possible. Ensuite, la deuxième action qu'on a, là aussi, ce n'est pas toujours facile. La deuxième action, c'est sur l'utilisation de produits naturels en remplacement des produits chimiques traditionnels. Je prends un exemple tout simple. Philippe, qui est là, est en train de développer un système qui fonctionne pour le stockage de la pomme de terre. Et au lieu d'avoir des produits chimiques pour stocker la pomme de terre, nébulisés avec des produits chimiques, a démarré un procédé à partir d'extraits de menthe, donc des extraits naturels, qui permettent d'avoir exactement le même résultat, mais sans avoir le moindre impact négatif sur le stockage de la pomme de terre. Un autre aspect que nous développons, c'est la culture de nouvelles variétés, le développement de nouvelles variétés naturelles. Donc, on ne prend pas un gène d'une bactérie pour mettre sur une pomme de terre, on ne fait pas d'OGM, on travaille sur des croisements naturels de variétés. Et les dernières variétés que nous avons introduites nous ont amené de façon notable une réduction à la fois de l'utilisation d'intrants, de produits chimiques, mais aussi nous a permis de réduire l'utilisation d'eau, l'irrigation, qui est un problème important au niveau agriculture. Enfin, la dernière chose importante sur laquelle on travaille, c'est la biodiversité. Alors, les gens, quand je parle de biodiversité, ils me regardent en disant c'est un doux rêveur, c'est un professeur Nimbus, c'est... Non, on travaille avec les agriculteurs pour préserver les haies, préserver les talus, préserver les espaces non cultivés. Sur ces espaces non cultivés, on a besoin d'avoir un bon développement des plantes et des insectes qui sont protecteurs des récoltes. Et à titre anecdotique, pour prouver qu'on pouvait le faire, nous avons installé sur une usine que nous avons à Arnes des ruches. Et donc on peut, sur les terres qui ne sont pas cultivées, dans notre environnement, fabriquer du miel. Et donc on a commencé à partager avec notre personnel notre premier miel ch'ti. Le deuxième domaine d'action, c'est sur la transparence des produits. Il y a une vraie demande venant des consommateurs. Les consommateurs, ils ont besoin de savoir ce qu'ils ont dans l'assiette. Donc, la traçabilité, la production locale, les bonnes pratiques agricoles et les recettes équilibrées, on parle de healthy food, donc c'est quelque chose d'excessivement important. Et donc, chez McCain, on est sensible à ça, et donc on a des produits qui sont des produits locaux, fabriqués localement, avec des produits venant de nos agriculteurs locaux, avec une traçabilité totale, avec des recettes locales.
et avec une composition qui a été, en particulier sur nos huiles, qui ont été formulées par des experts reconnus mondialement. Autre point excessivement important, c'est la relation avec le monde agricole, le partenariat avec le monde agricole. C'est le troisième élément de notre action, parce que sans agriculteurs, il n'y a pas de pommes de terre, et sans pommes de terre, il n'y a pas de McCain ne pourrait pas exister. Donc pour nous, c'est quelque chose d'excessivement important. On doit avoir la relation la plus étroite et la plus efficace avec le monde agricole. On a donc développé un système de contractualisation avec les agriculteurs. C'est une contractualisation pluriannuelle qui permet à l'agriculteur d'avoir de la visibilité, qui permet à nos agriculteurs d'avoir un revenu constant qui ne dépend pas des fluctuations du marché, des fluctuations du prix de la pomme de terre. On porte aussi un effort tout particulier sur les jeunes agriculteurs. C'est un vrai problème, y compris dans un pays comme la France. Les jeunes quittent les fermes parce que le revenu qu'ils ont est un revenu trop faible. Donc il faut à la fois leur assurer le revenu et il faut à la fois leur assurer la formation et leur donner de la visibilité pour leur avenir. C'est excessivement important si on veut éviter la fuite des agriculteurs vers les villes et si on veut éviter la concentration d'exploitation. Et enfin, on a une action qui porte sur les pays moins développés. Et au niveau global, nous avons mis l'agriculture au centre de notre politique de RSE chez McCain et nous agissons en dehors des zones où nous transformons les pommes de terre. Donc, en Colombie, par exemple, où on a une toute petite usine, on a créé avec le prix Nobel de la paix Mohamed Younous, que vous avez sur la photo, dans nos champs, une entreprise à objectif social. En anglais, on appelle ça un social business. L'objectif, c'est de permettre aux paysans très pauvres qui ont été chassés par les narcotrafiquants, on les a enlevés des terres pour les chasser vers les villes, ils vivent en dessous du seuil de pauvreté dans les villes. L'objectif, c'est de les ramener à la terre, parce qu'on a besoin que les paysans reviennent à la terre. L'objectif, c'est de les former, de leur donner les bonnes pratiques culturelles, de leur donner accès au marché pour qu'ils puissent avoir un revenu décent. Et en même temps, on en profite pour faire avec eux une agriculture respectueuse de l'environnement, une agriculture sans produits chimiques, une agriculture sans pesticides, une agriculture de demain. Plus de 2000 personnes ont été sorties avec ce projet de la pauvreté à date, soit près de 400 familles. Et on a renouvelé ce projet en Grèce, ça s'appelle Karpos Frontidas. Et on travaille à l'heure actuelle à la mise en place du même type de projet au Maroc. On a un projet qui s'appelle Moulat El-Ker avec des partenaires marocains. Donc c'est une co-création et on vous parlera de ce projet qui sera lancé avec le professeur Younous dans quelques semaines. On vous en parlera en temps voulu. Pour conclure, je dirais que pour moi, il est possible de nourrir 9 milliards d'êtres humains tout en régénérant les écosystèmes si on accepte de réinventer notre agriculture. Il y a des solutions. La construction de systèmes autonomes et biologiques sur chaque territoire, c'est probablement une des solutions à notre problème, mais il y a des tas d'autres solutions. On a vu les nouveaux produits et les nouveaux aliments qu'on peut créer. Il y a aussi un sujet très important sur lequel nous nous attachons à travailler, McCain, mais nous ne sommes pas les seuls, c'est la réduction du gaspillage alimentaire. Donc je pense que si on y met tous du nôtre, agriculteurs, transformateurs, industriels, mais aussi consommateurs, on arrivera tous ensemble à avoir un monde meilleur et un monde qui permet à ses enfants de se nourrir correctement. Merci pour eux. Merci beaucoup. J'ai une question par rapport à la notion de communauté locale. C'est un terme que vous employez beaucoup. J'aimerais bien avoir une petite précision sur ce terme, ce que vous entendez, ce que ça signifie pour vous et quel est le lien du coup entre toutes ces communautés. Quand on parle de communauté, on se rend compte aujourd'hui que l'agriculture, c'est vraiment à la base de notre société.
Pour se nourrir, on a besoin de l'agriculture, et sans agriculture, on ne peut pas se nourrir, on ne peut pas développer la société. Donc, il y a des gens qui sont ensemble et qui vivent ensemble. Il y a des communautés qui vivent ensemble et il y a des communautés donc, qui se développent. Et nous sommes à l'intérieur de ces communautés. Donc, ces communautés, ça peut être notre environnement en Europe. Notre communauté, et c'est pour ça qu'on participe au World Forum, c'est pour ça que Maken est impliqué dans la vie de la communauté, dans la vie du Nord. Mais quand on des communautés, c'est aussi des gens dans des zones beaucoup plus petites, des gens beaucoup plus pauvres, des gens qui sont dans les villages. Donc on a besoin de travailler aussi avec ces gens-là, on a besoin d'aider ces gens-là, même si physiquement on n'est pas présent avec eux. On a un rôle social à jouer, et quand je vois dans la salle Bonduel, Roquette, le Safre, on vit de l'agriculture, mais on se doit de renvoyer l'ascenseur à l'agriculture, et on se doit d'aider l'agriculture, d'aider les agriculteurs, non seulement ceux qui nous font vivre ici, mais les agriculteurs qui ont du mal à vivre dans les autres pays du monde. Donc c'est en ça que, chez Maken, on a mis les communautés rurales d'agriculteurs au centre de nos préoccupations, même si ce ne sont pas les communautés avec lesquelles on fait le développement et le profit de l'entreprise. Une question, du coup, pour vous trois. De manière un peu plus large, quand on parle de communauté, on inclut aussi du coup les collectivités, les politiques ou la politique de manière générale. Est-ce que vous avez une opinion, un avis sur ça? Comment le politique peut aider à mieux manger? Et est-ce que ça fait partie du maillon pour mieux manger? Alors, je pense que les politiques, ce sont des gens comme les autres. Il y en a qui ont raison, il y en a qui ont tort. Ils n'ont pas le savoir absolu. C'est pas parce qu'on devient ministre qu'on devient tout à coup un professeur émérite. Donc, je pense que c'est un travail d'équipe. C'est un travail ensemble. On doit travailler pour mieux manger. Ensemble, on doit travailler pour résoudre le problème des réfugiés. Ensemble, on doit travailler pour résoudre le problème de la pollution. Ensemble, on doit travailler pour résoudre le problème du gaspillage alimentaire. Il n'y a pas d'un côté les politiques, de notre côté les consommateurs et de notre côté les transformateurs. Ça, c'est le monde d'avant. Le monde de demain, c'est un monde où les gens vont, par force, travailler ensemble. Et ceux qui ne travailleront pas ensemble, ceux qui voudront travailler seuls, seront rejetés. Que ce soit les politiques, on ne les réélira plus. Que ce soit les entreprises, on n'achètera pas leurs produits. Donc, on a besoin de travailler ensemble pour changer notre société. Aujourd'hui, l'avenir de notre monde passe par un changement fondamental de notre société. Et c'est quelque chose qu'il faut démarrer. Et il y a énormément de travail à faire. On est loin d'y être arrivé. Et bien entendu, les politiques s'inscrivent comme nous dans ce processus. Oui, pour illustrer justement ce que disait Jean au niveau français, on essaie avec les politiques de travailler en partenariat industriel, politique et aussi communauté scientifique. Donc, deux initiatives qui ont été lancées depuis 1 an. On a créé une association qui s'appelle Protéines France et Nouvelles Ressources, donc qui regroupe tous les acteurs industriels, start-up et transformation, etc., au niveau français, pour les protéines végétales, tout type de protéines végétales, et aussi donc insectes. La société Insect en fait partie. Mais il y a aussi des agroalimentaires, comme par exemple Erta ou Royal Canin. Donc il y a une volonté en fait de créer une filière. Donc c'est supporté par les politiques, puisque la lettre de mission a été signée par le ministre de l'Agriculture, le FOL, et puis aussi le secrétaire d'État au niveau de l'industrie, lors du CIAL l'année dernière. Donc maintenant c'est lancé, donc on essaie de travailler avec les politiques pour avoir des initiatives. Alors, Protéines France et des initiatives au niveau innovation, donc avoir des programmes aidés dans le cadre du grand plan d'investissement, et aussi parler d'une seule voix au niveau français sur les protéines végétales et les nouvelles ressources. Deuxième illustration, les états généraux de l'alimentation,
qui ont été lancés par le président Macron, où là, on est partie prenante, on est dans différents ateliers. Moi, je suis dans l'atelier 3 sur la bioéconomie, économie circulaire. Et bon, on voit la circularité de ce schéma d'utilisation de produits végétaux pour la nutrition qui est très intéressant. Donc, il y a un accompagnement et aujourd'hui, il y a une prise en compte. Il y a la stratégie de la bioéconomie au niveau français qui est lancée. Donc, bon, mais il faut travailler ensemble. Il n'y a pas d'un côté, comme disaient Jean, il n'y a pas d'un côté les politiques et de l'autre côté les consommateurs. Il faut œuvrer ensemble, mais bon, quelquefois, on doit un peu tirer pour que ça avance. Ça, c'est clair. Oui, même chose pour nous au Canada. C'est sûr que lors d'un développement d'un produit émergent, on n'a pas le choix d'être supporté par notre gouvernement ou par le politique. On peut voir différentes démarches européennes qui, exemple, la ville de Stockholm en Suède est supportée par leur gouvernement pour devenir éventuellement Insect City. Donc, ça part des gouvernements suédois. Donc, évidemment, lorsque c'est un produit émergent, le gouvernement s'inquiète pour la santé de sa population. Donc, il veut avoir des preuves sur certains aspects de l'aliment. Mais en travaillant en plus internationalement, c'est sûr que le gouvernement du Canada va s'inspirer de ce qui se passe en Europe, puis il va voir les preuves qui ont été faites, puis ils vont évidemment faire leur démarche d'acceptation. Il y a aussi les villes. Comme nous, au Canada, notre projet est supporté par la ville de Laval, qui s'intéresse grandement à ces nouvelles protéines. Mais si on regarde, parfois et même souvent, ça fonctionne. Tous ensemble, on peut faire quelque chose de bien. Je prends l'exemple de Nutrinet. Donc Nutrinet, c'est un système d'étiquetage qui a été développé par le professeur Herzberg et poussé par le gouvernement précédent, continué par le gouvernement actuel, supporté par Danone, supporté par McCain. Parce que c'est un vrai système qui permet de donner la vraie information aux consommateurs. Malheureusement, tous les grandes multinationales n'ont pas choisi de faire ça et choisissent d'avoir des systèmes qui les arrangent. Bon, ce qui est important, c'est que si on s'y met tous ensemble, on peut y arriver. Si on s'y met tous ensemble pour aider Nicolas Hulot à régler le problème du glyphosate, on va y arriver. Si on le laisse tout seul, on n'y arrivera pas. Donc, il y a des combats qui, si on les mène ensemble, sont des combats qu'on va réussir à gagner pour le bien de l'agriculture, pour le bien des consommateurs et pour le bien de notre société. Je dirais aussi pour, encore une fois, les produits émergents, nous, ce qu'on a décidé de faire au Québec, étant donné qu'il y a 7 entreprises qui ont démarré des produits transformés à base d'insectes, on a décidé de se regrouper ensemble pour ouvrir le marché. Donc, c'est non seulement la politique, mais lorsqu'on tente d'ouvrir un marché qui est inexistant pour l'instant, en tout cas qui émerge, il faut travailler en groupe. Même si dans 5 ans, on va devenir des compétiteurs, il faut ouvrir le marché ensemble. C'est ce qu'on fait, nous, chez nous, de notre côté. Le forum, c'est Révolution responsable. En fait, il faut qu'on soit tous responsables, ça c'est clair. Mais il faut aussi que, dans cette responsabilité, il y a aussi, il y a l'État, il y a les industriels, il y a les consommateurs, il y a aussi tous les médias. Et donc, on s'aperçoit que on critique tel ingrédient, tel autre ingrédient. Un jour, c'est le gras, le sel, ça peut être d'autres produits. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la problématique, c'est pas sur un ingrédient, c'est de dire de manger d'une manière équilibrée. C'est plutôt la quantité que le type d'ingrédient. On a une bonne alimentation en France. Après, c'est bien d'informer les consommateurs, mais il ne faut pas aller jusqu'à ce que la transparence devienne une mise en fait, à l'index de certains produits. Et je parle d'une manière générale. Bon, les insectes, c'est pareil, c'est des qualités. Alors après, on peut avoir peur de manger des insectes, mais bon, ça doit passer par l'éducation, la formation, et puis ça va venir petit à petit. Mais c'est plutôt sur l'équilibre, en fait, de l'alimentation qu'il faut jouer, et ça va passer par l'éducation, par la nourriture dans les cantines. Aujourd'hui, par exemple, dans les cantines scolaires, il est obligatoire d'avoir, c'est dans la loi, une viande
dans le plat donné aux enfants. C'est obligatoire. Bon, alors, on peut revoir ça, on peut se dire il faut donner des plats équilibrés, protéinés, mais ce n'est pas forcé que ça soit de la protéine animale, ça pourrait être de la protéine végétale. Aujourd'hui, légalement, ce n'est pas possible. Donc, vous voyez, il y a des travaux à faire. Il faut vraiment avoir une approche holistique de la problématique, à la fois au niveau du consommateur, que ça soit équilibré, et qu'on tienne en compte en fait, l'aspect environnemental, qui est de plus en plus sensible aussi pour les consommateurs. Donc, si je comprends bien, la notion de collectif, la notion d'éducation, la notion de faire ensemble pour s'améliorer, je pense que ça, c'est important. Du côté du consommateur, pour vous, quels sont les leviers qui permettraient aux consommateurs d'avoir une meilleure alimentation ? Un des problèmes majeurs qu'on a à l'heure actuelle, c'est l'éducation du consommateur. On n'a pas, malheureusement, dans les médias, ça vient, petit à petit ça vient, mais on n'a pas de réelle approche, une systématique de formation du consommateur. Et aujourd'hui, on est plutôt dans les médias sur, comme tu le disais fort justement, l'attaque sur un produit, et puis sur un autre, et puis sur un autre, sans avoir la vision globale de ce qui est bon pour les consommateurs. Donc je pense que moi, j'ai beaucoup d'espoir, et je pense que les consommateurs sont ceux qui vont faire changer les choses. Les jeunes, en particulier, sont ceux qui vont faire changer les choses, parce que les jeunes ont une vision beaucoup plus saine de la situation. Ils voient ce qui se passe. Nous, on est un peu aveuglés. On vient de générations qui ont vécu dans l'opulence, entre guillemets, qui n'ont pas eu de difficultés. Aujourd'hui, les jeunes voient que la planète souffre, les jeunes voient ce qui se passe. Donc, je pense que c'est d'eux que va venir les changements. Et c'est des consommateurs. Les consommateurs doivent pousser pour que les entreprises changent. Si un produit n'est pas bon, si les consommateurs décident de ne plus l'acheter, le problème sera résolu. Donc, ils ont un rôle fondamental à jouer. Il faut les former, mais il faut aussi les écouter et il faut aussi prendre en compte ce qu'ils disent. Et on a un rôle en fait important aussi en tant qu'industriel d'information. Moi, je préfère le titre d'information que l'aspect transparence et de complémentarité. En fait, entre les différents ingrédients, les différents aliments et les différentes cultures. En fait, il faut vraiment cultiver un peu nos différences pour susciter les préférences des consommateurs. Et ça passera par de l'information. Évidemment, l'alimentation, c'est empirique, on doit l'expérimenter. Donc, c'est sûr que pour découvrir de nouveaux aliments, il faut tester, il faut travailler. Moi, quand j'étais plus jeune, je détestais plein d'aliments, mais j'ai découvert leur bon goût en les travaillant en cuisine. Donc, c'est d'offrir des activités un peu comme ça à la clientèle future, d'offrir des dégustations, de jouer avec le produit. Donc, ça fait partie aussi d'un levier. Vous avez beaucoup parlé des jeunes de façon générale. On constate une évolution sur le numérique, enfin, quelque chose d'assez fort à la fois sur le volet numérique dans le sens le téléphone portable. On a aussi tout ce qui est lié aux startups, au développement de startups. J'ai vu que Philippe Vasseur avait été accompagné d'un petit robot le premier jour du World Forum. Comment est-ce que vous voyez la percée du numérique vis-à-vis de l'alimentation et de l'alimentation de demain ? Ça va avoir un impact sur l'ensemble de la chaîne. Je veux dire, ça va depuis la production. Je vous ai parlé tout à l'heure des nouvelles technologies au niveau de l'agriculture, en passant par l'accès aux consommateurs. On peut très bien imaginer un monde où l'accès est direct entre le producteur et le consommateur. Et le numérique peut jouer un rôle majeur là-dedans. J'étais avec des jeunes hier qui travaillaient sur des projets de création d'entreprise. Il y avait une espèce de concours entre eux. Et ils arrivaient avec plein d'idées justement sur comment bâtir ce lien entre le producteur et le consommateur et permettre au producteur d'avoir un accès direct au consommateur. Comme ça, les deux se connaissent. Et on revient vers des situations plus humaines, vers un monde où l'individu reprend sa place dans la société, mais n'est plus un
une espèce de pion, une espèce de nombre dont tout le monde se fiche, quoi. Donc le numérique, il est partout, hein, il est partout. J'ai un exemple, en fait, c'est vrai qu'on doit, en fait, l'alimentation doit s'adapter au nouveau mode de vie des jeunes. Et il y a une start-up qui a eu un prix là, au village Baïséa qui s'appelle On Breakfast. Et eux, c'était un jeune qui a développé ça. Ils ont développé une boisson énergisante à base de protéines végétales pour que les jeunes qui n'ont pas le temps de déjeuner le matin, alors je ne connaissais pas l'expression, mais on parle de jet lag social, c'est-à-dire qu'ils sont toujours sur leurs réseaux sociaux du matin au soir, et le matin, en fait, ils préfèrent encore regarder, donc ils n'ont plus le temps de prendre un petit déjeuner. Et donc, ce jet lag social, il faut quand même qu'ils aient besoin de protéines. Donc, il a inventé cette start-up, On Breakfast. Voilà, on comprend bien l'aspect digital. A inventé une canette à base de protéines. Et dans une canette, donc, il peut boire et puis surfer là, sur la toile. Enfin, je ne sais pas si ça se dit encore, ça. Mais... et avoir simplement tous ces besoins protéiques, comme on a besoin le matin, et énergisant pour la journée. Donc il y a des opportunités aussi qui se créent par les changements. Et donc on doit s'adapter en fait aux nouveaux comportements, aux nouvelles façons de vivre des jeunes. Il me semble d'ailleurs que cette start-up a réfléchi à des circuits de distribution via le numérique. Exactement, aussi. Ça va être distribué via le numérique. En se disant que de toute façon, si on passe par les circuits classiques de distribution, il aura moins d'impact que s'il passe par ça va être lancé par une vente type Amazon, etc. Oui, mais c'est la même chose, absolument. Je pense que le numérique joue un grand rôle, ne serait-ce que toutes les Skype Life ou tout ça, c'est important. Puis pour nous, en tant que transformateurs, ça nous permet de démontrer aussi l'intérieur de notre usine live, sans visite en usine. Ça, c'est important parce que ça permet de rassurer les gens, de voir où est-ce qu'on transforme, comment on le transforme. C'est comme la retraçabilité. Et si on parle de robotisation, un des enjeux des usines d'insectes de production dans l'avenir, ça va être de comment bien robotiser ou comment bien automatiser cette usine-là. Puis c'est avant tout d'éviter l'aliénation répétitive, des mouvements répétitifs. Donc, dans la ferme, nous, on a ciblé certaines étapes répétitives qu'on va robotiser. Donc, ça permet aussi à l'humain d'être plus heureux dans le sens que c'est pas juste il ne devient pas un automate, en fait. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions dans la salle. Alors, il y en a une ici. Là. Bonjour, Louis Latour, moi je suis de la Fédération des CUMA Hauts-de-France. J'avais juste deux petites questions. Simplement une, savoir à partir justement de ces grands concepts que vous décrivez, comment est-ce que vous faites retomber ça à travers vos produits, enfin, j'imagine plutôt par vos chats de qualité, je pense à Global Gap. Et je voulais savoir, parce que le problème de génération dont vous parlez, il est aussi présent chez les agriculteurs. Moi, j'en accompagne tous les jours. Donc, je voulais savoir à quel pas de temps exactement vous pensez que vous pouvez agir. Voilà, enfin, voilà. Et juste une deuxième question pour Monsieur Rubdalen, savoir si vous restez que sur la protéine végétale ou si vous lorgnez aussi justement, enfin, si vous gardez en vision justement cette thématique des insectes, par exemple. Non, il est évident que les agriculteurs font partie de la société, et donc on retrouve chez les agriculteurs les mêmes problématiques qu'on retrouve à l'intérieur de la société. À un détail près, c'est que les agriculteurs sont des gens qui ont des revenus très faibles. Ce qui fait que les jeunes quittent l'agriculture. Et donc c'est vraiment quelque chose de fondamental sur lequel on doit travailler. Pour permettre à la société d'avoir de la nourriture. S'il n'y a pas d'agriculteurs, il n'y a pas de nourriture. Même si on fait des protéines végétales, il faut produire les végétaux en question. Les insectes, il faut les élever. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir. Et là, on est sur une réflexion sociétale. On n'est pas sur une réflexion technique.
le consommateur doit accepter de payer le bon prix à l'agriculteur. Si le consommateur n'accepte pas de payer le bon prix à l'agriculteur, il n'y aura plus d'agriculteurs. Donc la plus importante innovation qu'on doit faire, c'est une innovation sociale. L'innovation technique, c'est quelque chose d'excessivement facile. Et on est tous omnubilés par les smartphones, par les nouveaux ordinateurs, par les drones, il y a toujours quelque chose de nouveau, mais c'est du technique. La vraie innovation, c'est une innovation au niveau de notre société. Par exemple, les social business. Qu'est-ce qu'un social business? C'est un business, une vraie société, une SAS, une SA, enfin, c'est une vraie société dont l'objectif est d'attaquer un problème social et dont l'objectif n'est pas de générer des dividendes pour les actionnaires. Donc ça, c'est un changement fondamental au niveau sociétal, au niveau approche de la façon dont nous vivons ensemble. Ce sont des sociétés qui gagnent de l'argent, mais l'argent ne va pas aux actionnaires, l'argent il va au règlement d'un problème social. Et on a, en particulier avec le monde agricole, énormément de choses à faire. Et si je parle des jeunes agriculteurs, c'est parce que moi, je suis vraiment inquiet quand je vois le peu de jeunes qui vont dans l'agriculture. Les fils d'agriculteurs, il y en a beaucoup qui vont à l'ISA, ils deviennent ingénieurs, et il y en a très peu qui reprennent la ferme familiale. Si elle n'a pas la taille voulue, ils ne vont pas reprendre. Ils vont aller travailler chez Roquette, ils vont aller travailler chez Bonduel, ils vont aller travailler chez McCain, ils vont aller travailler chez Le Safre, voilà. Mais ils ne vont plus retourner à la ferme. Donc on a vraiment quelque chose de fondamental, un problème fondamental à régler. Et ça ne se règle pas à coup de subventions, ça se règle sur le fond. Ça se règle en réglant le problème de l'offre et de la demande et en rémunérant correctement l'offre. Oui, sur la question des insectes, en fait, dans Roquette, on n'a pas de programme aujourd'hui sur les insectes. Bon, il faut choisir en fait, hein, et choisir c'est renoncer. C'est Johnny Hallyday qui a dit ça, mais bon, je veux le reprendre. Mais ce qui se passe, c'est que on investit. Vous voyez, on a 300 millions d'euros au Canada, près de 80 millions d'euros, ça fait en tout presque 500 millions d'euros d'investissements nouveaux pour un chiffre d'affaires de 3 milliards 3. Vous voyez, il y a des investissements très lourds, donc il faut se décider. Alors, il y a un frein quand même, on ne l'a pas soulevé, il y a un frein au développement des insectes au niveau européen, c'est qu'ils ne sont pas autorisés dans l'alimentation humaine. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vendre d'aliments contenant des insectes dans l'alimentation humaine. Donc, donc là, il y a une innovation réglementaire à faire au niveau de Bruxelles. C'est possible pour l'aquaculture. Mais ce n'est pas possible pour l'alimentation humaine. Alors ça va être un frein. Je sais que la société Insect, qui fait partie de Protéines France, hein, je n'ai pas cité, il y avait le Safre aussi dans Protéines France, la société Insect travaille d'arrache-pied pour faire évoluer, parce que bon, ça c'est un réel frein. Alors un dernier point, c'est qu'on est quand même on est un peu dans un écosystème. Les insectes, en fait, si on veut cultiver des insectes, il faut leur donner à manger. Et qu'est-ce qu'on va leur donner? On va leur donner des coproduits issus des bioraffineries ou d'autres systèmes. Donc il y a une espèce d'écosystème en fait, dans lequel le monde agricole n'est pas écarté du tout dans cette culture des insectes. Si je peux ajouter, c'est sûr que moi aussi, on se concentre sur les insectes, mais on aime beaucoup les protéines végétales également. On sait que, en tout cas dans notre gamme de produits transformés, on va utiliser les gammes de protéines végétales. Et il faut aussi, nous, en tout cas au Canada, toute la production des agriculteurs, on parlait d'agriculteurs tout à l'heure, toutes les productions d'animaux, de porc, de bœuf, de poulet, sont subventionnées à 80 %. Donc, évidemment, quand les gens ne veulent pas payer la qualité du produit, sachant surtout que l'agriculteur est subventionné à 80 %, s'il n'a plus de subvention, il n'y a plus de produits, là. Donc, puis souvent, lorsqu'ils sont subventionnés, ils sont à la merci et ils font de la masse production et c'est loin d'être de l'artisanat. Donc, évidemment aussi, par rapport aux insectes, ce qui est intéressant,
c'est qu'il y a différents types d'insectes. Nous, on se concentre sur un. Nous aussi, on a décidé, on a choisi, nous aussi. Donc, il y a des insectes qui dévorent le plastique. Il y a des insectes qui dévorent le styromousse. Donc, on peut les utiliser comme agents pour contrôler des déchets. Donc, voilà, ça, c'est une belle option. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Merci. Merci. Bonjour, Manon Orion, chargée de RSE développement durable chez Happy Restauration. J'avais une question à Monsieur Bernoud de McCain, du coup. Vous avez parlé donc de nouvelles techniques culturales telles que la permaculture, l'agroforesterie, l'agriculture urbaine, en précisant que selon vous, elles étaient à leur début. Et donc, je voulais savoir, est-ce que vous avez décidé de soutenir ces nouvelles techniques culturelles et si oui, comment? Disons qu'on a des tests en cours au travers du monde entier sur chacun des approches en question, des nouvelles pratiques en question. On a des tests sur des champs pilotes, sur des fermes pilotes. On regarde comment on peut arriver à avoir pour l'agriculteur le bon rendement, le bon revenu, tout en éliminant l'utilisation de produits chimiques. Donc on fait des pilotes pour pouvoir développer ce genre de projet. De la même façon qu'on fait des pilotes quand on élimine des produits phyto pour vérifier que ça marche. Je vous parlais tout à l'heure d'un exemple tout simple qui est l'utilisation des extraits de menthe. Bon, on a fait des pilotes sur des stockages pour vérifier que ça marche et ensuite on l'étend à beaucoup plus de stockage. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne chez McCain. On teste et puis ensuite quand on voit que ça fonctionne, on élargit. Et quand je dis on teste, ça veut dire qu'on investit derrière pour que les choses se fassent. Sur la partie drone, etc., on a même racheté une start-up pour travailler avec eux et pour développer des nouvelles technologies et des nouveaux systèmes nous permettant d'être vraiment au mètre carré près, être capable d'aller traiter juste le mètre carré qui a besoin d'être traité et pas le champ entier, quoi. J'aimerais s'ajouter un petit truc. Nous, on a une région au Québec qui, depuis une vingtaine d'années, qui se spécialise dans les types d'agriculture alternative, permaculture. C'est la région de l'Estrie. Donc, ça fait une vingtaine d'années qu'eux font déjà des produits, du cidre. Ils ont des styles de pommiers qui n'ont aucun pesticide. C'est très rare, nous, au Québec, d'avoir des pommiers bio, puisque ça a un besoin incroyable de protection, étant donné tous les problèmes que ça peut encourir. Donc, évidemment, c'est un processus à long terme, parce qu'il y a 20 ans, 15 ans, quand l'Estrie avait commencé avec ses démarches, c'était très pilote comme projet, mais maintenant, plusieurs entreprises et tous les projets start-up qui veulent avoir un côté innovateur s'en vont vers l'Estrie, justement parce que c'est déjà en branle depuis longtemps. Les villes ont un objectif 2020 d'avoir zéro déchet, zéro gaspillage. Donc, c'est déjà une bonne voie. Voilà, c'est déjà une bonne voie. Je pense qu'il y avait des questions. Le micro, là, j'ai une question ici sur votre droite. Il y en a une à notre droite, je crois. Bonjour à tous, merci pour vos interventions. Moi, j'ai une question pour Claude. Sur la fin, tu mentionnes les vertus des insectes qui peuvent manger du plastique, mais comment est-ce qu'ensuite ils transforment le plastique, puisqu'on sait que les poissons mangent le plastique, mais c'est nous après qui le récupérons. Oui, étrangement, avec le centre de recherche qu'on fait affaire, étrangement, l'insecte est capable de transformer ce plastique-là en protéines assimilables. On ne cible pas un marché humain, on va cibler un marché, soit même des marchés d'animaux domestiques au lieu d'animaux de consommation, de l'aquaculture ou tout ça. Donc, mais il y a aussi d'autres visions, c'est de faire manger le plastique ou le styromousse et transformer ces insectes-là en farine pour que ça devienne un compost ou nourrir une terre
qu'il y a une transformation maintenant qui est plus zéro déchet, ça revient à la terre, ça a été transformé. Exemple, le ver de farine vit dans la farine, mais il n'a aucune trace de gluten. Même s'il mange du gluten, il le transforme chimiquement à l'intérieur et le ver de farine est certifié sans gluten, même s'il vit dans la farine. Donc, très étrange, mais c'est comme ça. Super, merci. Il y a une question là, devant, troisième rang. Oui, bonjour. Alexandre Poirot, directeur d'IDEA Alsace. Moi, j'avais une question par rapport à... Et je rebondis sur la conférence qui a eu lieu hier soir sur le droit à l'expérimentation. Plusieurs fois, vous avez évoqué le problème juridique. On a parlé du lien avec le politique. Votre vision là-dessus, sur justement les freins et à la fois les opportunités, est-ce que ça a été abordé dans les états généraux de l'alimentation pour aller plus vite, parce qu'il y a une question de timing, on l'a compris aussi par rapport à ce droit d'expérimentation. Dans les états généraux, il y a plus de 14 ateliers. Je pense qu'il y a eu un atelier où ça a été évoqué, mais bon, pour l'instant, c'est pas encore, les conclusions sont pas encore sorties. Moi, j'étais pas dans cet atelier-là, donc je peux pas vous en parler. Je pense que c'est un sujet qui est sur la table, qui est important. Mais aujourd'hui, donc, il faut qu'on attende les conclusions, puisqu'il y a eu deux phases en fait. Il y a eu l'atelier 1 à 7, et maintenant, bon, il y a tous les aspects aussi, analyse de la valeur, etc., qui sont en cours. Donc, mais le droit à l'expérimentation fait partie des sujets, mais on attend les conclusions. Alors, on va être obligé de s'arrêter là. On m'a fait signe on avait déjà dépassé voilà, le temps. Désolée pour ceux qui avaient encore des questions. Merci beaucoup aux 3 intervenants. Et puis on se revoit en 2050 pour voir si on avait raison